lorsqu'effectivement on intéresse colloque et qu'il était question de travailler sur la phobie, après avoir travaillé sur la névrose hystérique il y a 1 an de ça, après avoir travaillé sur la névrose obsessionnelle il y a 6 mois, je précise parce que c'est un point important, il a été question un petit peu ce matin du fait de faire science. C'est quelque chose qui revient régulièrement au sein du RPH, et cette journée s'inscrit dans un fil, dans une suite logique que s'est donné le RPH depuis maintenant 3 colloques, qui consistaient à revenir et essayer de travailler sur les grandes entités nosographiques et voir leur pertinence, la questionner aujourd'hui en 2010, puis en 2009 l'année dernière pour l'hystérie. Et je crois que c'est très important, et parce qu'il me semble aussi que ça constitue en soi une réponse à des livres comme celui de Michel Onfray dont il était question ce matin, qui questionne aussi sur le sérieux et la rigueur de l'épistémologie. Je crois que le RPH de ce côté-là se positionne justement dans un travail sérieux, comme disait Fernando Gamonic ce matin, qui fait série. Et on voit bien, on a travaillé à la névrose sur 3 colloques, on va commencer à parler de la psychose à partir de l'année prochaine, enfin du prochain colloque. Donc viendra ensuite la question des perversions. Donc il y a tout un projet comme ça qui s'étale sur plusieurs années, visant à pouvoir comme ça questionner ces grandes entités aujourd'hui et voir comment les cliniciens d'aujourd'hui travaillent avec ces différentes entités. Voilà, donc je vais essayer d'articuler la phobie à partir déjà de l'objet majeur du phallus, qui est dans la dialectique de la relation d'objet, et du concept réel, symbolique et imaginaire. Donc ce que Lacan déplie dans ces 2 séminaires. Donc je voulais d'abord faire un petit rappel à propos du phallus chez Freud. C'est dans son texte « L'organisation génitale infantile dans la vie sexuelle en 1923 » qu'il parle de la primauté du phallus. À savoir que pour les 2 sexes, il n'y a qu'un seul organe génital mâle à jouer un rôle. Il est articulé avec le complexe de castration, soit la peur de le perdre chez le garçon et l'envie du pénis, le pénis nile, chez la fille. Le pénis, organe que l'on peut perdre ou que l'on a perdu, concentre toutes les peurs et les convoitises. Il a valeur de symbole. Cette primauté du phallus pour les 2 sexes a engagé une polémique parmi les psychanalystes dans les années 23 à 35 autour justement de cette phase phallique sur la question de la sexualité féminine. C'est-à-dire, après tout, pourquoi les femmes auraient envie d'avoir quelque chose qu'elles n'ont pas. Et ce débat, en fait, s'est articulé autour d'une dialectique de l'avoir, c'est-à-dire avoir ou pas le phallus. Lacan évoque le pénis nile pour une des données fondamentales de l'expérience analytique et comme un terme de référence constante de la relation de la mère à l'enfant. Il reprend cette question au niveau d'une dialectique de l'être, ce qu'il va déplier entre autres dans le séminaire 4. Ceci à partir d'un point fondamental, c'est que la structure essentielle de l'organisation objectale, c'est le manque d'objet, et non pas l'objet qui viendrait combler et rendre harmonieuse une relation. Donc c'est à partir de ces points qu'il appréhende la relation mère-enfant autrement que sur une relation duelle. Donc en 1894, c'est le point de vue économique qui prime dans la conception de l'angoisse. Pour Freud, elle découle de la transformation directe de la tension sexuelle accumulée qui n'a pas pu être élaborée par l'appareil psychique. Il se produit alors une dérivation de l'excitation sexuelle sur des voies somatiques inadéquates, selon un mécanisme similaire à la conversion hystérique. Puis, avec l'étude du petit anse, nous voyons que ces concepts, ces idées évoluent, avec un rapprochement des liens entre l'hystérie et la névrose d'angoisse, au point d'aboutir à ce que Freud nomme l'hystérie
avec l'hystérie d'angoisse, il me semble que le trouble rentre dans l'ère du conflit intrapsychique, dans la mesure où le refoulement d'émotions pulsionnelles infantiles chez Mons entraîne le revirement de la libido en angoisse. L'affection devient accessible à la psychothérapie. Comment dès lors distinguer hystérie de conversion et hystérie d'angoisse? Si Freud reconnaît dans la clinique les combinaisons très fréquentes entre ces deux formations morbides chez un même patient, il les différencie justement, notamment, en référence au destin de l'angoisse. Dans l'hystérie de conversion, dans l'hystérie d'angoisse, l'affect n'est pas liquidé dans le corps. Il ne subit pas de transformation, il reste intact et se fixe à un objet lié associativement avec les représentations pathogènes. Les lois d'imitation, il explique que les faits sociaux, les faits d'une société, et à l'instar les faits de l'individu, se constituent, se partagent en invention, découverte et en imitation. Bien évidemment, les découvertes, une fois imitées, sont appelées à se fondre ou se mêler à d'autres eaux, etc. Et j'en déduis, pour aborder cette question, que si on prend la phobie comme symptôme, on pourrait peut-être parler là d'une découverte de la personne pour faire face à ce que Tard appelle des chocs syllogistiques. Je trouve que c'est une très belle nomination. En revanche, pour l'imitation, je pense que ça concerne effectivement plutôt la structure phobique, en ce sens que seule l'imitation s'organise en loi. La question qui nous a été posée au début de ce colloque, phobie, structure, symptômes. Donc on a vu que le débat n'était pas fini. Moi je suis contente que Lydie Amorim ait alimenté la question en affirmant cette structure phobique et la possibilité qu'elle existe. Et voilà, ça remet le mouvement et c'est pas fini. Et je suis contente parce que j'étais partie des textes de Freud, de Latran, pour comprendre un peu mieux la phobie. Et cette journée a été vraiment riche en explications. Et ça a permis une relecture pour moi de tous ces textes. Enfin, c'est ça qui a été proposé. Et il ne faut pas craindre de se répéter parce qu'à chaque répétition, il y a l'impression qu'il y a un petit truc qu'on comprend mieux. Et donc ça, c'était très enrichissant.